Tombo, capitaine greffier du ciel. Maître, faites acter vos comparutions. Honorables membres du siège, la partie prévenue, Lokeso Koso Karine, comparé en personne, assisté en vertu des dispositions pertinentes de l'article 19, alinéa 4 de la Constitution de notre pays, de ce conseil, Maître Étienne Lombela, je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete, défense conjointe. La remise, la partie civile avait déjà conclu. Nous avons noté ces conclusions. Je pense que le défi doit aussi avoir noté les mêmes conclusions. Peut-être qu'elle a estimé inopportun de revenir encore pour les répliques. De toute façon, cela n'a pas d'incidence sur la procédure des personnes publiques. Merci, donc, maître. Contradictoire. Votre tribunal, votre cour, après réquisition du ministère public et de prétendus parties civiles que nous constatons, nous, se trouve dans le désespoir par rapport aux arguments qui ont été développés hier, par rapport à leur quête finale. La remise était contradictoire à l'égard de toutes les parties. Garant de loi de la République prend la parole pour vous dire pour autant qu'elle... Oui, maître. Oui, je comparais pour toutes les parties civiles représentées ici. Maître Lamine Moulolo Junior, avocat au barreau de Queen. Le débat est maintenant sans objet. Nous passons la parole à la... Hier, nous avons suivi les réquisitions du ministère public dépourvu de toute preuve au-delà de tout doute raisonnable. Hier encore, nous avons suivi un divorce éclatant et spécial entre l'accusation et les prétendus parties civiles qui ont été toujours suffisamment représentées. Aujourd'hui, elles sont singulièrement représentées. Dieu seul connaît les raisons. Aujourd'hui, nous allons vous apporter les droits, et les droits purs. Et non un voyage extra-juridique qui a été fait hier. Mais le collectif de défense du commissaire supérieur Lokeso Koso Karine a estimé, pour être cohérent, c'est partager les charges de la manière suivante. Maître Willy va procéder au brossage de la version véritable des faits, pas comme elle a été déformée, étriquée et tronquée à la fois par l'accusation que par les parties civiles entre guillemets. Si bien ce concept offusque, mais on va le démontrer aujourd'hui que nous avons raison en employant ce concept. Après qu'il ait terminé ce brossage, Maître Étienne Lombela, qui a le fardeau du collectif, du point de vue professionnel, va s'évertuer, Monsieur le Premier Président, à procéder à la confrontation
des faits, actes et rétroactes, tant sur le point de vue de l'action publique que du point de vue de l'action civile, avec volonté exprimée de tous les confrères de compléter parce que je n'ai pas le monopole de la science. Voilà, Monsieur le Premier Président, avec votre autorisation, si vous le permettez, si vous le voulez, que Maître Willy s'appesantisse sur le point de vue qui lui a été attribué. Ce faisant, avec également l'autorisation de votre cour, parce qu'il s'agit de la plaidoirie, que vous arriviez en toute souveraineté, permettre à notre cliente de s'asseoir parce que nous savons que nous avons passé des moments, des heures suffisamment pertinentes pour vous convaincre. L'inculpation est suffisamment établie. Il lui renvoie l'inculpé par devant cette juridiction. Votre Honneur, la question est de savoir, est-ce que le ministère public a estimé que les faits qui vous saisissent sont suffisamment établis? Nous avions interrogé la décision de renvoi et nous avions conclu à ce que c'est sans conviction que le ministère public a eu renvoyé ma cliente, le commissaire supérieur Loké Soko Sokarine, par devant votre cour. L'article 31, votre Honneur, du Code de procédure civile dit que la preuve contraire est de droit et nous allons le prouver. Nous allons d'abord commencer par la narration des faits. Nous allons introduire le droit et Maître Etienne va continuer de me les mettre. Votre Honneur, je vous donne le fait de la cause. Qu'il est d'une vérité factuelle et historique que le comité laïque de coordination CLC en sigle, appuyé par les prélats catholiques, avait projeté une marche hostile aux institutions légalement établies en date du 25 février 2018, c'était le dimanche, à travers toute la ville-province de Kinshasa. Qu'il eut impérieuse nécessité de prendre par la police ville de Kinshasa toutes les dispositions sécuritaires ad hoc susceptibles de maintenir la quiétude, la tranquillité et la paix sociale dans la ville en perspective de barrer la route à quiconque qui viserait la déstabilisation des institutions de l'État qui pourrait par ricochet, votre Honneur, aboutir au renversement des pouvoirs régaliens en place. Que n'ayant pas signalé l'itinéraire à prendre au service compétent à vie d'un encadrement efficient de la dite marche, le gouverneur de la ville, l'autorité urbaine, n'a pas pris acte quant à ces. Bien que l'on est sous le régime de l'information, la sécurité, la tranquillité publique exige de connaître l'itinéraire à suivre pour éviter tout débordement qui pourrait survenir à tout moment. Raison pour laquelle, et conformément à sa lettre numéro SC-2/BGV/DIRCAB/NL 2018 du 24 février 2018, signalant l'inobservation par les 10 comités laïcs de l'article 7 du décret-loi numéro 76 du 9 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques qui consacre les dispositions sécuritaires lors de marches publiques, notamment sur des questions relatives à l'itinéraire à suivre. La dite autorité, votre honneur, urbaine, a requis les commissariats provinciaux ville de Kinshasa dans ses missions ordinaires et traditionnelles pour empêcher toute manifestation à caractère téméraire non autorisée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa.
Ce qui permet votre honneur, Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, Messieurs le grand de la loi, l'organisation d'une parade générale tenue par le commissaire provincial ville de Kinshasa en date du 24 février 2018, réunissant toutes les grandes unités de la police pour ce faire, au cours de laquelle le général Silvano Kasongo indiqua de main de maître les comportements à adopter par la police lors de ces événements, notamment sans préjudice des missions ordinaires, la police empêchera chaque unité dans son quartier d'opération l'organisation de toute manifestation à caractère politique non autorisée en date du 25 février 2018 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Elle va disperser, là nous disons, c'est la police qui va disperser toute troupe hostile ou non hostile de plus de 5 personnes, qui est 0 mort. L'usage en cas de nécessité de matériel spécifique de maintien de l'ordre public, notamment les FLG et les balles en caoutchouc ou d'exercice, mais en plus de 20 mètres, sur ordre de l'hierarchie. Le général Kasongo a poursuivi pour dire que n'est pas céder à la provocation, sécuriser les personnes ainsi que leurs biens en maintenant l'ordre public et en sécurisant également les institutions légalement établies. Si un policier tue quelqu'un, il sera arrêté. Il devrait y avoir des policiers qui sécurisent les postes et sous-siates de la police. C'est référé à l'hiérarchie s'il y a une situation qui vous dépasse. Que juste votre honneur, après cette parade générale, du fait que ça faisait tard, on a procédé à la dotation des munitions d'exercice, des munitions à caoutchouc et des gaz lacrymogènes à toutes les grandes unités de la police civile de Kinshasa, notamment à l'escadron mobile Moamba, dirigé de main de maître par le commissaire supérieur Jadi, adjoint, actuellement le commissaire supérieur, Lokeso Koso Karim. Messieurs les premiers présidents, distingués membres de la Cour, messieurs les ministères publics, en date du 25 février 2018, le commissaire supérieur Karim Lokeso sera instruite par son commandant district, je cite le commissaire supérieur Freddy Moutata, d'aller intervenir à Matete, plus précisément à Bangamoyo, du fait qu'il y avait projection d'une marche. Et après avoir dispersé ces manifestants, on va lui intimer de nouveau l'ordre par ces mêmes commandants des districts de descendre à Lemba, plus précisément au sous-chef Molo, afin de rétablir l'ordre public qui a été troublé. Qu'arrivé sur le lieu, Monsieur le Premier Président, le commandant escadron Moamba va placer la jeep d'intervention perpendiculairement du sous-chef Molo. Que c'est ainsi que les sous-antennes Mukenge ou Mukenge, Alexis, va se présenter auprès d'elle, se présentant comme la seule autorité policière restant dans ses sous-siètes. Il va lui demander de rester dans la jeep, dans le véhicule, le temps pour lui, en tant qu'antenne, d'aller vers les manifestants pour les calmer. Et pendant cet entretien, Monsieur le Premier Président, il y a eu des jets de pierre par ces manifestants. Que devant cette situation et pour rétablir la paix, après sommation non fructueuse, notamment obéissance à la loi, nous allons faire que les bons citoyens se retirent, car nous allons faire usage des matériels spécifiques, des métiers de l'ordre. Que celle-ci va descendre une équipe d'enfance composée du brigadier Kouya, de l'adjudant-chef Kavena, l'adjudant-chef, l'adjudant Simi, l'APJ du Voilà,
et le chef peloton Kabete, qui ont usé des FLG et des Sugar pour disperser cette foule hostile. Pendant ce temps, c'est le sous-antenne Mukenga Alexis, habillé en tenue civile, pantalon jeans, plus chemise de couleur bleue, va poursuivre les brigadiers en chef Tokis Kumbu qui revenait curieusement de la foule des manifestants. Cependant, on lui avait interdit de descendre de la Jeep. C'est Mukenga va dire au commandant escadron que voilà, votre policier venait à tirer sur un manifestant. Ce qui a fait que, après avoir retiré son chargeur, qui ne contenait que 6 munitions d'exercice sur 10 à lui doté, le commandant escadron a ordonné son arrestation sur place et on l'a placé sous surveillance dans la Jeep d'intervention. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour, Messieurs le ministère public organe de la loi, au regard de cette information, du fait que le commandant escadron mobile qui ne pouvait pas arriver sur les lieux pour ne pas envenimer la situation, elle a intimé l'ordre à Mukenga qui a vu, selon Mukenga, la victime qui est tombée, d'aller la récupérer pour une prise en charge idoine. Mais ce monsieur qui est parti sans revenir, il est revenu que 45 minutes après, pendant que les manifestants ont voulu marcher et jusqu'à l'arrivée du commissaire provincial ville de Kinshasa. Le commandant escadron mobile Moamba a été resté sur les lieux jusqu'à 16h et elle était partie avec la Jeep d'intervention mobile Moamba. Que voilà votre honneur, tel que se présente d'une manière réelle et vérifiable, les faits de la présente cause qui mérite un examen idoine en droit. Votre honneur, avant que je puisse passer la parole à mon estimé confrère Maître Etienne Lomela, moi, Maître Willy Kaluma Kindele Zimonga Ombo, j'ai eu à interroger ce que j'avais dit dans mes prémices, les contrats judiciaires qui nous lient, qui lient les parties et la Cour. Dans ces contrats, on poursuit ma cliente, le commissaire supérieur Karine Lokesso, pour 2 préventions. La première prévention, c'est la violation des consignes. La seconde, c'est le meurtre par participation. Lorsque j'ai interrogé votre honneur, les dispositions telles que reprises dans la citation, voilà ce que moi j'ai constaté. On vous dit, à l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la RDC, étant commissaire supérieur adjoint de la police nationale et commandant des opérations de maintien de l'ordre public en date du 25 février 2018, dans la commune de Lemba, plus précisément devant l'église de Saint-Benoît, lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination de l'église catholique, autorisé la détention de l'arme de type AK, avec chargeur garni de 30 munitions létales par son garde du corps, l'APJ Bivoila Lakiadi Franco. Bivoila Lakiadi Franco. J'ai posé la question à ma cliente. Est-ce que aviez-vous un garde du corps répondant au nom de Bivoila Lakiadi Franco? Elle va me répondre non, mais maître, moi, parmi mes gardes de corps, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'appellerait Bivoila Lakiadi Franco. Raison pour laquelle, votre honneur, lorsque vous interrogez les faits tels que repris dans la citation, vous allez voir ensemble avec nous qu'ici, il s'agit de monsieur Bivoila Lakiadi Franco.
que voilà le ministère public qui vous saisit. Moi, la question que je m'étais posée, est-ce que les faits qui saisissent la Cour, selon le ministère public, sont-ils réellement établis? J'ai dit non par rapport à cet élément. Il y a la violation de l'article 56 du Code de la famille qui consacre l'immutabilité des éléments du nom. On n'avait pas un ordre du corps répondant sous ces noms-là. Je mets quiconque à défi de me prouver le contraire. Nous sommes là et nous allons réagir gardement, la tête très haute et avec une poitrine très bombée. Votre honneur, on vous dit ceci. Du fait d'avoir autorisé prétendument la détention de l'arme AK-47 par ce monsieur inconnu de ma cliente, on violerait la consigne particulière donnée à la troupe. Et on vous dit, ces faits-là sont constitutifs des violations de consignes prévues par l'article 113 du code pénal militaire. Votre honneur, vous êtes le juge du droit écrit et vous statuez sur pièce. Lorsque vous interrogez ces pièces, les faits tels que présentés ne corroborent pas avec l'article 113. L'article 113, il dit ceci: viole la consigne générale donnée à la troupe. La consigne est générale si c'est donné à la troupe. Si ce n'est pas donné à la troupe, ça sera donné personnellement à l'intéressé à vue de l'accomplissement d'une mission précise. Ici, le ministère public dit qu'on violerait la consigne du fait qu'on doterait une arme qu'on n'a pas cité les noms, qu'on n'a pas défini le numéro à un certain bivol à la CIAD. Et on vous dit, voilà, la consigne générale, la consigne particulière donnée à la troupe. Les droits positifs congolais ne consacrent pas cela, votre honneur. On ne peut pas ajouter à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Du fait que le ministère public qui a estimé que les faits qui vous saisissent sont réellement constitutifs de l'infraction de la violation des consignes, la réponse est non. Pourquoi non? On n'avait pas un garde du corps répondant de ces noms-là. Deuxièmement, dans une parade générale, la consigne ne peut jamais être particulière. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Et vous allez retenir que et le ministère public et les partis civils, personne n'a visé ici, personne n'a reconnu et n'a même dit mot par rapport à cela. Le ministère public, le garant de la loi, il savait bien que son action a été mal dirigée. Il y a la doctrine qui dit que lorsque l'action du ministère public est mal dirigée, il pouvait requérir le renvoi de juridiction. Ça crée même un doute. Je mets quelqu'un à défi de me le prouver que M. Bivol à la CIAD du Franco serait l'un de nos gardes du corps. Et par rapport à cela, l'on violerait la consigne particulière donnée à la troupe. Mais ça, c'est grave, votre honneur. C'est grave par devant les juges aguerris que vous êtes. Les faits qui vous saisissent ne sont pas constitutifs de l'infraction de la violation des consignes. La violation des consignes, lorsqu'on a violé une consigne générale, ça c'est lorsque cela serait donné à la troupe. Mais par devant la troupe, on vous dit la consigne est particulière. C'est paradoxal. Votre honneur, je vais revenir par rapport à quelques éléments du meurtre par participation. Nous allons faire voir à la Cour que cette prévention-là ne sera pas réunie dans le chef de ma cliente dès lors que et les partis civils, Nathalie, Kalanga et consorts, ainsi que le ministère public n'ont pas su démontrer les degrés de participation criminelle prétendument mis à charge de notre cliente, la plaidante, le commissaire supérieur Karine Lokes. Je laisse la parole à mon estimé confrère, maître Lombela, de pouvoir continuer à décapiter l'accusation. J'ai dit. Monsieur de l'accusation, je suis
en train de considérer ce moment comme historique, ce moment comme événementiel. Parce que plaider est un plaisir. Et le plaisir de plaider découle du fait que les parties sont obligées à convaincre le juge par des arguments objectifs, par des arguments probants, de manière à faire pencher la balance judiciaire en sa faveur. Plaider, c'est un plaisir. Parce qu'il n'y a pas de moment que le juge est appelé à attendre une partie à l'instance pour lui permettre de prendre une décision de qualité et de responsabilité. Mais aujourd'hui, ma cliente se trouve devant vous pour vous démontrer la complaisance de l'accusation, pour vous démontrer la légèreté admonestable de l'accusation, pour vous démontrer des raisons non fondamentales qui ont fait qu'elle se retrouve devant vous. Et cela, nous l'avons compris hier. Comment le ministère public n'était pas à la tâche de défendre cette décision de renvoi. N'était pas à la tâche de démontrer la culpabilité supposée qu'elle a eu à se faire une conviction dans son bureau climatisé. Monsieur le Premier Président, honorablement du siège, une fois lorsque ma cliente a pris la parole devant vous, elle vous a dit ceci: je veux être jugé par vous, non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier, pour redorer le blason terni de la police nationale congolaise, qui a reçu charge dans la Constitution de sécuriser personnes et leurs biens, de vous sécuriser également parce que vous êtes des personnes. Laver également son nom et le nom de sa famille tout entière. C'est comme ça qu'elle est devant vous. Mais Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, Monsieur de l'accusation, je voudrais, avant de développer les éléments de plaidoirie, commencer par des observations de droit. Parce que le ministère public et les prétendus partis civils ont oublié que devant vous, il y a eu un débat. Un débat qui portait sur la jonction de deux causes. Un débat qui portait sur la jonction de deux causes. C'est que ce jour, vous allez rendre une seule décision. Alors une seule. Sur les causes jointes. Je voudrais parler
du RP 090 et du RP 091. Alors hier, lorsque je comprends le ministère public, les prétendus partis civils, personne n'a ressorti cet élément matriciel. Alors que lorsqu'il y a jonction des causes, cela ne laisse pas perdre aux causes leur indépendance et leur autonomie. Ainsi, il a été jugé par la Cour d'appel de Boma, qui était l'unique juridiction congolaise qui statuait en matière de voie de recours ordinaire et extraordinaire sous l'époque indépendante du Congo. Ce qui suit. La jonction des causes laisse à chacune son individualité propre et n'en préjuge ni la responsabilité, la recevabilité, ni le fondement de l'autre. Monsieur le Premier Président, mais lorsqu'il y a eu réquisitoire hier, on s'est retrouvé dans un méli-mélo. Le réquisitoire a porté sur quel RP? Parce qu'il y a eu jonction. Mais je suis vu le ministère public dire à votre cour qu'il y a eu litispendance. C'est dans ces conditions-là que la cause qui était pendante devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe était renvoyée devant vous. C'était un débat roulé à son temps. Alors, Monsieur le Premier Président, parce que vous devez décider, en tenant compte de l'individualité de chaque cause, en tenant compte de l'indépendance de l'autonomie de chaque cause, la décision que vous auriez à prendre, de la manière dont le réquisitoire a été donné hier, je ne sais pas comment vous allez vous rendre trop perplexe. Deuxième observation. L'accusation a soutenu devant vous, oubliant ses propres décisions de renvoi, que ma cliente, l'hôtel Sokotokari, une policière courageuse, intègre et neutre dans sa manière de faire les choses, est poursuivie pour violation des consignes et pour participation criminelle au maître. Surabondamment, l'accusation a soutenu, toujours en violation de la décision de renvoi. Monsieur le Premier Président, j'ai appris que le droit est fait pour les initiés, c'est-à-dire pour les professionnels, et non pour les profanes. Requérir hier à charge de M. Toki Sekoum pour infraction de participation au maître. Je voudrais que cela soit acté fidèlement. Donc, ma cliente Toki Sekoum se trouve être poursuivie pour participation à l'infraction de maître. En d'autres termes, pour le ministère public, il n'y a pas eu maître dans le cadre de cette affaire. Ou s'il y aurait maître, mais il n'y a pas eu l'auteur principal dans le cadre de cette affaire. Mais j'ai toujours, moi, Monsieur le Premier Président, honorable Vicier, considéré la plaidoirie comme un moment précieux d'apprentissage. Il y a des gens qui viennent apprendre gratuitement avec toutes les connaissances invendables. Je me réserve le droit. Je ne voudrais pas réclamer les frais de Minerval parce que nous sommes au stade de la gratuité de l'enseignement. Je suivis les prétendus partis civils de douaner M. Toki Sekoum en divorce avec l'accusation que ce n'est pas lui qui aurait donné la balle.
ou s'il y aurait la balle, ce n'était pas une balle en exercice, mais plutôt une balle réelle. Mais la curiosité qu'on a de Karim, c'est de comprendre que l'on a demandé la condamnation au dommage et intérêt, en dépit du dédouanement. Une chose qui devait exister à l'Antiquité du droit. Cela étant, Monsieur le Premier Président, je note que nous ne sommes pas poursuivis. Et le ministère public a développé le meurtre hier, mais sans l'imputer à une personne. Je voudrais que cela soit acté. Il n'a imputé le meurtre à aucune personne. Mais nous sommes poursuivis pour l'infraction de participation criminelle et pour l'infraction de violation de consigne. Ah ben, je comprends que les 3 étoiles, les 2 étoiles commencent à se communiquer, je n'ai pas suivi. C'est un rescousse. Première prévention, Monsieur le Premier Président. Il s'agit de l'infraction de violation des consignes. Supposez cette incrimination, Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, Monsieur de l'accusation, est prévue et réprimée par les dispositions pertinentes de l'article 113 de la loi numéro 024 2002, 18 novembre 2002, qui porte le code pénal militaire. À son alinéa 2, quiconque au service des forces armées, de la police nationale et du service national viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou une consigne donnée à un militaire ou force une consigne donnée à un militaire est puni de 3 à 10 ans de servitude pénale. Monsieur le Premier Président, le législateur congolais n'a pas défini les éléments constitutifs pour que cette incrimination soit établie. Mais je suis heureux que le législateur congolais ait défini ce qu'il faudrait attendre par la consigne. À son alinéa premier, par consigne, il faut attendre notamment toutes mesures prohibitives, interdictions, instructions formelles données aux membres des forces armées ou au corps assimilé. Un certain nombre d'éléments, Monsieur le Premier Président, doit être réuni pour décider de la punissabilité de l'auteur réfractaire. Il s'agit notamment de la qualité de l'agent délinquant présumé. Deuxièmement, des éléments matériels. Et troisièmement, éléments intellectuels. S'agissant de l'article d'éléments liés à la qualité de l'agent délinquant, le législateur pénal militaire vous dit d'une part quiconque, virgule,
au service des forces armées, de la police nationale ou du service national. Quiconque, il recourt au pronom indéfini, quiconque, les uns, les autres, à l'attendre parler. S'il faut donner cette lecture. Mais explicitant la volonté du législateur pénal et militaire de 2002, votre collègue magistrat, le général Laurent Moutata Louaba, dans son ouvrage Droit pénal et militaire congolais, voudrait limiter en disant que cette incrimination ne peut être commise que par les membres de forces armées, que par les membres de la police nationale congolaise ou par les membres du service national congolais. Du service national, je voulais dire. Mais dans le cas sous examen, notre cliente est policière. Représentant ici les corps assimilés selon la volonté du législateur pénal et militaire. Devons-nous dans ces conditions-là apporter un débat par rapport à ce premier élément? La défense est honnête et vous dit que cet élément pourrait être retenu au regard de la qualité qu'elle a de par la volonté du législateur pénal et militaire. Monsieur le Premier Président, deuxième élément, ce sont les éléments matériels qui se trouvent ici être doublement caractérisés. Première caractéristique, c'est l'existence d'une consigne. Nous avons suivi le ministère public, l'accusation, qui, dans sa décision de renvoi, Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, vous dire ceci, que notre cliente est poursuivie pour violation de consignes, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, étant commissaire spécial, commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, commandement et commandant des opérations de maintien de l'ordre public, en date du 25 février 2018, dans la commune de Lemba, plus précisément devant l'église Saint-Benoît, lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination de l'église catholique, autorisé la détention d'une armée de type AK-47 avec un chargeur garni de 30 munitions létales par son garde du corps, l'APJ du voilà la Kia du Franco. Violant ainsi la consigne particulière donnée par le commissaire provincial lors de la parade générale de toutes les unités engagées de la police nationale congolaise de la ville. Je crois que les villes interdisant la dotation et l'usage des munitions létales de tentation. Monsieur le Premier Président, l'instruction a révélé que l'accusation était en difficulté manifeste de prouver l'existence de la consigne, au point que l'accusation est arrivée à vous dire que les juges aient saisi des faits et non de leur qualification. Plus loin, reconnaissant les insuffisances, les imperfections de la décision de renvoi,
L'accusation va vous dire que ce n'est plus la consigne particulière, mais plutôt la consigne générale, spéciale. Monsieur le Premier Président. Et lorsque l'accusation prend la parole et guerre, l'accusation dit non, la consigne existe. Mais il s'agit de quelle consigne? Était-elle verbale ou était-elle écrite? L'accusation sans gêne vous a dit que la consigne était verbale. Que la consigne était verbale. Alors, Monsieur le Premier Président, nous sommes au niveau de la décision de renvoi. L'identification de la consigne verbale vient de la décision de renvoi ou vient de la volonté du ministère public parce que bloqué par la défense. Parce que c'est ça maintenant la question du droit. Vous allez nous juger par rapport à un élément non repris à la citation ou à la décision de renvoi parce que le ministère public a requis, parce qu'il avait tout son temps. Alors tout son temps d'identifier la consigne si elle était verbale ou écrite. Je note à cet effet que la défense a introduit un mémoire unique pour dire que la consigne violée n'est pas explicitée dans la décision de renvoi. Était-elle verbale ou écrite? La Cour a soutenu que nous étions à même de nous défendre. Monsieur le Premier Président, lorsque l'on viole la consigne, l'accusation poursuit notre cliente pour avoir autorisé, entre guillemets, la détention de l'arme AK-47 que l'accusation elle-même laisse les germes de doute dans la décision de renvoi. Cette arme n'est pas identifiée. Elle est connue par l'accusation. Mais le nom de l'arme, c'est le numéro de l'arme. Il y a combien de AK dans cette ville, dans cette république? Alors, il s'agit de quel AK qui a été autorisé à être détenu? Monsieur le Premier Président, nous sommes sérieux avec nous-mêmes. L'arme n'est pas identifiée. L'arme n'est pas identifiée. Vous pourriez, dans ces conditions-là, condamner notre cliente en vous référant à toute arme de AK. Monsieur le Premier Président, honorable officiel, le ministère public poursuit avec un chargeur garni de 30 munitions létales par son garde du corps APJ. Lorsque vous avez auditionné les PD, l'audience est suspendue pour 1 minute. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. J'étais en train de parler que la consigne peut être verbale ou elle peut être écrite. Mais l'accusation, lorsqu'elle prend la parole, elle vous dit que la consigne qui était donnée par le commissaire provincial de la ville et que lui-même ignore dans sa décision de renvoi, donnée à toutes les unités engagées de la police nationale de la ville. On ne sait pas il y a combien de villes dans cette république. Interdisant la dotation et l'usage de munitions létales quant à ça. Monsieur le Premier Président, la défense vous dit qu'elle a été scandalisée et étonnée d'attendre l'accusation requérir en dehors de sa décision de renvoi. Requérir en dehors de sa décision de renvoi.
identifier une consigne verbale qui n'existe pas dans la décision de renvoi. Mais la partie prévenue ne peut répondre devant le juge pénal que des faits qui lui sont expressément imputés dans la décision de renvoi. C'est là l'occasion de vous dire qu'il s'agit d'une saisine, une reine et une personne âme. La saisine est une reine lorsqu'elle est en considération des faits contenus dans l'acte d'accusation, et elle est une personne âme lorsqu'elle est en considération de la personne poursuivie. Je suis à l'ouvrage d'Antoine Ribens, les droits judiciaires congolais, tome 3, instruction criminelle et la procédure pénale, à la page 98, qui parle du point de vue de la saisine, une reine et une personne. Il dit ceci: le tribunal ne peut juger que les seules personnes régulièrement citées, ou sommées, ou mises en accusation, et pour répondre des seuls faits qui leur sont expressément imputés par l'acte qui saisit la juridiction pénale. Donc, nous ne pouvons pas répondre des faits qui sont étrangers à l'acte de saisine. Nulle part il est dit dans la décision de renvoi que nous avons violé une consigne verbale. Nulle part ça existe. C'est une innovation, c'est un ajout du ministère public. Et là, ça vous permet, vous obligez de violer la saisine, une reine et une personne. Vous ne pouvez juger une personne que sur des faits, des seuls faits, qui lui sont imputés expressis verbis dans la décision de renvoi ou dans l'acte de saisine du juge pénal. Alors, monsieur le Premier Président, dites-nous dans les cas qui nous concernent, est-ce que la consigne verbale, les concepts consigne verbale, est-elle mentionnée dans la décision de renvoi? C'est vous demander de recourir aux éléments étrangers à la décision de renvoi. Et c'est dans ce contexte, monsieur le Premier Président, que notre cliente voudrait vous dire qu'elle ne peut pas consentir à être jugée sur des faits qui ne sont pas repris dans la citation. C'est dans ce contexte que la Cour d'appel de Boma, que nous avons évoqué tout à l'heure, a décidé ce qui suit, de façon répétitive, que lorsque le juge statue sur des faits non repris à la citation, il est censé avoir excédé ce pouvoir. S'il ne résulte ni de l'affaire d'audience, ni du jugement, que le prévenu a consenti à être jugé sur les dix faits. La Cour d'appel de Boma poursuit que le tribunal ne peut statuer sans le consentement du prévenu, même pour le déclarer non fondé, sur des faits dont il n'est pas saisi par la citation. Monsieur le Premier Président, ce sont des questions sur lesquelles vous avez eu à vider. Ma cliente n'a jamais été juge. Ses avocats non plus n'ont jamais été juges. Mais ce sont les cours et tribunaux que vous représentez, qui ont eu à prendre des décisions pareilles, au nom de l'intérêt de la défense. Toute l'instruction de la présente cause n'a pas porté sur la violation d'une consigne verbale. Nous sommes surpris au niveau du réquisitoire. Qualifié à son temps, il n'est eu le temporaire comme étant un réquisitoire torrentiel et foudroyant. Mais aujourd'hui, c'est le propriétaire qui allait foudroyer. Donc, monsieur le Premier Président, vous ne pouvez pas, dans votre décision, coller à notre client la violation d'une consigne verbale, sans que cela ne soit repris dans la décision de renvoi. Monsieur le Premier Président, je vais très loin. Admettons que cette consigne a existé. La consigne ici pour le ministère public
il s'agit dans la décision de renvoi, nous avons autorisé la détention d'une arme. AK. Et, comparaison devant vous, monsieur le PD vous a dit que les consignes qui étaient retenues, c'est ne pas doter et ne pas faire usage lors de marche des munitions létales, des munitions réelles. Faire usage. Nulle part il a comparé devant vous pour vous dire qu'il avait été prohibé l'usage, la détention plutôt, de l'arme AK et des munitions létales. C'est-à-dire pour le ministère public, pour le commissaire provincial. L'on devait détenir. L'on devait détenir, mais l'on ne devait pas faire usage. Le ministère public fabrique une consigne qui n'existe même pas dans votre décision dans les dossiers dont poursuite. Notre cliente répondant à cette question vous a dit: je ne connais pas la consigne du refus de détenir. Du refus de détenir. Ou de l'interdiction de détenir. Monsieur le Premier Président, comprenez que le ministère public fabrique une accusation. Mais la défense va très loin. Que lorsque vous êtes poursuivi devant le juge pénal, avoir utilisé l'arme AK, avoir fait détenir les 30 munitions létales, mais c'est le corpus delicti. C'est le corps du délit, monsieur le Premier Président. Et le ministère public a l'obligation, pour ne pas dire l'obligatoriété, de transmettre au juge, pour lui permettre d'asseoir sa conviction, à lui amener les éléments ayant servi à la criminalité. Mais la défense, depuis que cette affaire a commencé, nous avons compulsé le dossier de votre Auguste pour plusieurs jours, plusieurs conseils, de cabinet à cabinet. Nous n'avons vu l'arme AK-47. Nous n'avons pas vu les 30 munitions létales qui étaient autorisées à être détenues. C'est-à-dire qu'il y a l'absence du code du délit. Le code du délit est inexistant. Il n'existe pas. Vous devez attendre sur quoi? Sur la parole du ministère public qui devient les paroles d'évangile? Non, monsieur le Premier Président. Non! Ce n'est pas le droit. Le droit est une valeur et elle est réservée aux initiés, aux professionnels et non aux profanes. J'aime bien l'accusation des filles d'apporter la preuve de l'arme AK sans numéro, d'apporter la preuve des 30 munitions létales qui ont été détenues sur l'autorisation supposée de ma cliente. Monsieur le Premier Président, c'est bien d'accuser, mais c'est difficile de prouver. Le ministère public ne vous a apporté aucune arme. Alors, les propos qui sont ici, il les ramasse d'où? Sur base de quel élément matériel? Sur base de quel objet positif? Sur base de quel objet indiscutable? Parce que le moment venu, on va conclure sur le but. Voici, monsieur le Premier Président. Mais vous allez condamner notre cliente. Où on vous dit dans la décision de renvoi qu'elle a autorisé la détention de l'arme AK et 30 munitions létales, mais qui sont inexistants, que vous juge, vous n'avez pas vu. Mais on est dans quel pays? Même chez moi, quand on tombe, c'est inexplicable. Le ministère public n'a apporté aucune preuve des objets ayant servi à la commission de l'infraction. N'a apporté aucune preuve du corps du délit. L'accusation paraît dans ces conditions-là fantaisiste, légère, une légèreté blâmable et admonestable. C'est dans ces conditions-là, monsieur le Premier Président, que vous allez voir même à son temps. Il avait été à l'époque de Singapour. Et nous sommes
en date du 14 septembre 1989. Singaoudou s'adressant comme président du conseil judiciaire aux chefs des juridictions tous, citoyens des chefs d'office de parquet tous, citoyens magistrats tous. Il dit ceci, que le magistrat ne doit pas commettre des erreurs graves, injustifiables et inadmissibles. Depuis 89. Mais dans les cas sous examen, Monsieur le Premier Président, parce qu'il s'agit de la vie de notre client, allez-vous la condamner sur base des allégations fantaisistes qui ne sont pas mariées par les objets et vous n'avez pas vu les objets ayant servi à la criminalité? Comment vous allez condamner dans ces conditions-là? Je sais que vous êtes aguerri. Je sais que vous êtes clairvoyant. Je sais que vous n'allez pas céder, Monsieur le Premier Président, au caprice de l'accusation. Parce que vous n'êtes lié qu'à la preuve. La parole plus la preuve. Nous sommes en face d'une parole orpheline, sans la preuve. Je vais très loin, Monsieur le Premier Président. Je prends la décision de renvoi, qui n'a pas été défendue par l'accusation. L'accusation vous dit ceci, Monsieur le Premier Président, que notre client est poursuivi d'avoir autorisé. Alors la défense se pose la question. Parce qu'elle est poursuivie sur base de l'article 113. La question qui se pose maintenant, elle est fondamentale. Est-elle poursuivie comme auteur matériel ou est-elle poursuivie comme auteur intellectuel? Parce que l'acte d'accusation vous dit qu'elle a autorisé. Donc sans cette autorisation-là, M. Bivoila n'aurait pu détenir l'inexistant. Mais l'accusation poursuit notre client sur base de l'article 113, c'est-à-dire comme auteur matériel. Comprenez la confusion dans les choses de l'accusation. Lorsque l'on est auteur matériel, on viole personnellement, Monsieur le Premier Président. Mais lorsque l'on n'agit pas l'entremise d'une personne, on est auteur intellectuel. Mais ici, pour l'accusation, notre cliente a autorisé la détention. C'est-à-dire que l'infraction n'était pas commise personnellement, réellement, matériellement par elle, mais par M. Bivoila. Je crois que l'accusation a été notée. C'est un droit savant. Un droit savant. Parce que la décision porte des germes de confusion, des germes de conflit, susceptibles de conduire aux erreurs judiciaires sans précédent. Sommes-nous poursuivis comme auteurs intellectuels, auquel cas nous avons autorisé au regard de l'acte d'accusation, ou sommes-nous poursuivis comme auteurs matériels, auquel cas c'est nous-mêmes qui avons eu à commettre l'incrimination? Mais lorsque c'est Bivoila qui a commis l'infraction, Monsieur le Premier Président, sur autorisation supposée de ma cliente, mais elle cesse d'être auteur matériel, elle serait l'auteur intellectuel. Est-ce que ces notions élémentaires, rudimentaires de droit, faudrait-il ici les étaler pour être compris? Monsieur le Premier Président, honorablement du siège, vous allez vous rendre compte que notre cliente ne peut pas être poursuivie conformément à cette décision de renvoi. Parce qu'elle est poursuivie sur base de l'article 113, mais par contre, la décision de renvoi dit que c'est elle qui a autorisé. Et lorsqu'on a autorisé, on est auteur intellectuel. Mais la décision de renvoi ne fait pas ressortir la participation criminelle. Ne fait pas ressortir l'ordre indispensable, l'autorité, la décision qui a été donnée à notre client.
Je suis bien parce que j'ai fait le droit pénal et criminologique. Sous l'encadrement, la direction du professeur Likoulia Bono. Alors, monsieur le Premier Président, comprenez également que dans ces conditions-là, ça s'apparente à un doute flagrant. On ne sait pas quelle est la qualité qu'il faudrait donner à notre client. Mais je vais très loin. Pour confondre toujours l'accusation. L'accusation retient la même incrimination contre M. Bivoila. La même incrimination contre M. Bivoila. Mais quand vous lisez la décision de renvoi de M. Bivoila, Monsieur le Premier Président, c'est un scandale. Un scandale judiciaire. Comprenez comment la décision de renvoi est intitulée. Étant, bon, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ses noms et capitale de la République démocratique du Congo, étant policier administré à l'escadron mobile intercumant et garde du corps du commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, Karine Nokesso, gardé sur son arme. Gardé sur son arme. Son arme du type AK-47, un chargeur garni de 30 munitions létales, violant ainsi la consigne particulière du commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Comprenez l'intelligence. Quelle confusion! La décision de renvoi, les deux décisions n'établissent aucun lien entre l'auteur intellectuel et l'auteur matériel. Encore qu'ici, nous ne sommes pas dans le concept. On dit M. Bivoila a gardé sur lui-même l'arme. Sur l'autorisation de qui? L'autorisation ne transportait pas. Donc M. Bivoila a commis l'infraction de son chef sans l'assistance, sans l'autorisation de notre client. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Parce que ici, l'accusation ne vous dit pas qu'il a gardé sur lui l'arme sur l'autorisation de notre client. Mais pourquoi fabriquer les infractions? Parce que il faut la poursuivre. Ça nous aide, Monsieur le Premier Président. Ça nous aide, votre honneur. Ça nous aide à comprendre pourquoi notre cliente est légèrement poursuivie devant vous. Mais pourquoi l'autorisation qu'elle aurait donnée ne transparaît pas dans la décision de renvoi de Bivoila? Alors que Bivoila aurait agi sur base de l'autorisation de notre cliente. Mais cette autorisation dans sa décision ne transparaît pas. Le ministère public, l'accusation démontre devant vous que Bivoila a agi seul, sans autorisation de notre client. Il n'y a aucun lien. Sinon, c'est un lien fabriqué dans la décision de notre client. Il n'y a aucun lien. Je mets le ministère public au défi. Au-delà de tout est raisonnable. De prouver le contraire. Parce que lorsque vous êtes dans la condition pareille, les deux décisions de renvoi doivent établir le lien sur l'objet de l'incrimination. Et Monsieur le Premier Président, je vais très loin. Quand vous prenez la décision de renvoi de notre cliente, ici le ministère public précise même 30 munitions létales, 7,62 mm, plus 37,39. Mais quand vous lisez la décision de renvoi de notre client, ces numéros n'existent pas. Alors, quelles sont les munitions que notre client aurait autorisées? Voici le droit pur. Il n'est pas question de savoir si c'est ça ou ce n'est pas ça, mais c'est ça le droit. Le ministère public a l'obligation de prouver. Il ici vous dit non, Bivoila a commis sur l'infraction. Mais dans la décision de l'envoi de notre cliente, elle a autorisé. Mais il n'a pas brandi la forme de l'autorisation. Est-ce que notre client a-t-elle verbalement autorisé ou a-t-elle autorisé par écrit? Comment cette autorisation-là s'était-elle articulée? Par quel concept, Monsieur le Premier Président? Quels sont les concepts utilisés par notre client vis-à-vis de Bivoila? Mais Monsieur le Premier Président, apparemment le ministère public n'est pas dans ces pièces. Quand vous lisiez l'audition de Bivoila devant le ministère public et devant lui, Bivoila dit
noir sur blanc que ce jour-là, il n'était doté que de balles d'exercice. Alors, quel sera le point de vue de l'accusation? Parce que il faut vous dire que ce jour-là, j'étais avec des balles d'exercice. Les PV du ministère public en appui. Ses propres PV. Si bien qu'à un certain moment, ils sont là, voulu nous dire non, mais la partie de laquelle sera complétée dans le PV. Mais tant même en cause le PV du ministère public, il a même tenté soutenir ce point de vue incongru, saugrenu, ridicule. Donc, monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte que l'infraction n'était que nullement fabriquée. Je continue. Quel est l'acte incriminé par l'article 113? L'acte incriminé. L'acte qui est incriminé, c'est la violation d'une consigne générale. C'est la violation d'une consigne que l'on a personnellement la soumission d'exécuter. C'est la violation, c'est le fait de forcer une consigne et la donner à un militaire. Je crois, je suis dans l'ouvrage, le monsieur ne veut pas oublier, la loi, l'acte incriminé. La loi vise aussi bien le non-respect ou l'inexécution d'une consigne reçue que le fait de forcer une consigne donnée à un militaire ou assimilée. Voilà, monsieur le Premier Président. Nous attendions de l'accusation. Nous attendions des partis civils. Je suis heureux que les partis civils se sont retirés de cette incrimination. Donc toutes nos armes sont dirigées contre l'accusation. Que nous sommes en train de décapiter, vous le remarquez. Aussi sérieusement. L'acte incriminé, c'est le non-respect de la consigne. L'acte incriminé, c'est l'inexécution de la consigne. Qu'elle soit générale, qu'elle ait été donnée personnellement à une personne pour exécuter, ou le fait de forcer une consigne quelconque. Monsieur le Premier Président, mais lorsque la consigne elle-même n'existe pas, la consigne elle-même n'existe pas, mais on va violer quoi? On va violer le néant, on va y respecter le néant, on va inexécuter le néant, parce que la consigne verbale n'existe pas dans la décision de renvoi, monsieur le Premier Président, honorablement du siège. Mais la loi dit, la consigne peut être générale ou elle est personnellement donnée à une personne ou on a forcé une consigne. Mais ici, dans les cas sous examen, monsieur le Premier Président, la consigne était-elle générale, oui ou non? Elle était générale. Même M. Bivoila était à la parade générale. Parce qu'elle était concernée. Elle concernait toutes les unités de la police nationale congolaise. Le ministère public ne comprend pas la défense. Je suis en train de plaider à dimension mystique. Et c'est un débat aérien. Monsieur le Premier Président. Donc, la consigne était générale. Et lorsque la consigne est générale, elle est donnée à la troupe. Toute personne est obligée de respecter cette consigne telle qu'elle avait été donnée. J'attendais, monsieur le Premier Président, que les 2 étoiles, les 3 étoiles vont se concerter. Mais ça, c'est une concertation négative. Donc, chaque personne était obligée de respecter la consigne. Mais la consigne peut être donnée personnellement à une personne pour l'exécuter. Mais est-ce que dans les cas sous l'examen, admettons qu'il y a une consigne, est-ce qu'elle était donnée à notre client pour exécuter? C'est ce que dit la loi. Soit une consigne générale donnée à la troupe, auquel cas, tous les éléments composant la troupe sont obligés de respecter la consigne. J'aurais pu penser qu'on reproche à notre client
qu'elle a reçu une consigne personnelle pour la faire exécuter et qu'elle aille à la violer. Je ne sais pas quel est le fondement de l'accusation. Je ne sais pas pourquoi nous sommes devant vous. Parce que comparaissant devant le ministère public, M. Bivoila, comparaissant devant le ministère public, monsieur, comment il s'appelle? C'est monsieur-là qui a parlé qu'on lui a donné des motos sans une contrepartie. Il s'appelle M. Kouya. Vous ont dit qu'il reconnaissait les instructions données par le commissaire général. Ils ne vous ont pas dit que ces instructions étaient données personnellement à notre cliente pour la faire exécuter. Là, on devait comprendre que l'on viole la consigne parce qu'elle nous a été donnée pour nous permettre de l'exécuter. On ne l'a pas fait exécuter. C'est ça l'inexécution. C'est ça le non-respect. C'est ça l'acte incriminé par l'article 113 du Code pénal militaire. Mais j'ai suivi le ministère public. J'ai suivi l'accusation. C'est comme si on était en fait d'une réquisitoire historique, pour ne pas dire historienne. Rien de droit, sinon de forcer la preuve. Rien de droit, sinon de forcer les faits. Rien de droit, sinon de forcer à fabriquer les infractions contre notre cliente. Et c'est le premier président. Vous avez compris la pertinence. Consigne générale, tout le monde est appelé à l'observer. Là, la mission ne revient plus à un prudent. Mais la consigne est donnée personnellement à une personne pour faire l'exécution. Là, la violation serait imputable à la personne qui l'a reçue pour ne l'avoir pas fait respecter. Mais pourquoi nous traîner devant vous? C'est à titre sentimentalement intéressé. Monsieur le Premier Président, élément moral, dois-je le développer? Parce que lui-même, l'accusation n'a pas développé l'élément moral. N'a pas démontré par un élément objectif, matériel, positif, les comportements qui appelaient à la violation d'une consigne qu'il fabrique lors de son réquisitoire. Monsieur le Premier Président, je sais que vous êtes des juges courageux. Et nous allons vous demander ce courage de vous comporter le moment venu comme des juges kenyans qui ont eu à annuler pour la première fois l'élection d'un président en exercice ici en Afrique. C'est difficile. Je connais le contour du dossier, pourquoi je vous dis ainsi. Que vous êtes saisi des faits. Et vous ne pouvez juger que ces faits-là. Et non les contextes politiques antérieurs. Sinon vous allez régler le compte aux gens. Qui n'est pas le rôle du juge. C'est de dire le droit, rien que le droit. Par rapport au fait pour lequel il est saisi dans la décision de rang. Monsieur le Premier Président, parce que le ministère public n'a pas démontré l'intention, au nom de l'interprétation stricte de la loi pénale, vous avez compris que l'analyse de tous les éléments se sont repoussés d'eux-mêmes. Il n'y a pas, ces éléments ne sont pas conciliables. Ces éléments ne sont pas convergents. Alors que vous ne pouvez prononcer la peine que lorsque tous les éléments constitutifs sont réunis et démontrés par l'accusation. Alors, Monsieur le Premier Président, vous avez compris que l'accusation est en train de poursuivre notre cliente, donnez-moi la Constitution, pour des faits commis par M. Bivoila, à titre personnel. Et nous sommes poursuivis pour des faits reprochés à autrui. Parce que l'on ne peut pas concevoir, d'une part, que M. Bivoila commette seul l'infraction, et d'autre part, que l'on vous dise qu'il a commis sur l'autorisation du colonel, sans que cette autorisation ne transparaisse dans sa décision de renvoi. C'est un non-sens. Alors nous notons qu'il s'agit là de la violation de l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006
tel que révisé en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011, à son avant-dernier alinéa, qui dit que la responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour faire reprocher, pour faire d'autrui. Il s'agit ici, nous déférons devant vous pour nous permettre de répondre aux faits qui étaient personnellement et individuellement reprochés à M. Bivoila dans la décision de renvoi. Mais la Constitution vous dit qu'il y a une barrière. Vous ne pouvez pas poursuivre notre cliente pour engager une responsabilité pénale du fait d'autrui. Je crois que la décision que vous prendrez permettra à l'accusation de faire très bien les décisions de renvoi. Pour vous éviter ce débat. Monsieur le Premier Président. Alors vous direz, cette infraction qu'on nous colle avec à 2 personnes, alors que lorsque plusieurs personnes ont commis l'infraction, chacun doit avoir sa part. Soit qu'on est auteur intellectuel, soit qu'on est auteur matériel. C'est ça la participation criminelle que je vais aborder tout à l'heure. Mais on ne vous a pas dit, monsieur Bivoila, commet l'infraction matériellement, personnellement, dans la décision de renvoi. Il n'établit aucun lien entre sa décision et notre client. Alors, monsieur Bivoila est poursuivi pour qui? Pourquoi? En qualité de quel auteur? Intellectuel? Et notre client est poursuivi en qualité de quel auteur? Matériel? Monsieur le Premier Président, cette décision de renvoi vous mettra en difficulté de décider avec beaucoup d'objectivité. Mais nous avons confiance en vous parce que vous êtes un juge intelligent. Alors, vous direz, alors, non établi, en fait, comment droit cette incrimination, dont la peine avait été requise hier, sans aucune conviction aucune, à la suite d'une lecture d'un document comparable à un syllabus. Monsieur le Premier Président, au nom du siège, nous sommes poursuivis pour participation à l'infraction de meurtre. Participation à l'infraction de meurtre. J'étais en train de raisonner mon droit pénal, mon cours de droit pénal général, que j'ai également enseigné à titre d'encadrement à beaucoup d'étudiants. La participation criminelle à l'infraction de meurtre. Nous sommes en difficulté de décortiquer cette infraction. Cette difficulté découle de la cacophonie indiscutable entretenue hier par l'accusation, en disant que nous sommes participants à l'infraction du meurtre autant que possible, où il y aura la décision de renvoi. Alors, monsieur le Premier Président, pour qu'il y ait la participation criminelle, est prévue aux articles 21-22 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié complété à ce jour, et à l'article 5 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire militaire. Mais je ne vais pas vous lire tout, je vais vous épargner. Parce que je vais me méfier à l'histoire, je vais être trop technique par rapport à l'histoire de renvoi. Notre client est poursuivi. Deuxième prévention, avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'aide de mots de légaux de participation criminelle, prévu aux articles 5 et 6 du Code pénal, du Code pénal militaire et 21 du Code pénal livre 2, commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps
et des lieux que dessus, comme co-auteur, par abus d'autorité, ordonné aux policiers sous son commandement de tirer sur les paisibles manifestants. Ce n'est pas son plus contraint d'appeler paisibles manifestants lorsqu'on recourt à l'autorité publique. Fidèles de l'Église catholique, Saint-Benoît, ordre ayant entraîné l'homicide par balle du sieur Rossi Mukendi Chimanga, commis par le brigadier en chef Tokise Kumbu Gérard. Je note que contrairement à ce que le ministère public a soutenu hier, qu'il y a une provocation privée, ce qui n'est pas repris dans sa décision de renvoi. Et il poursuit, il y a eu abus d'autorité, contrairement à ce que dit la décision de renvoi. Alors, avant d'en arriver là, de décortiquer tous les éléments constitutifs de l'infraction, notre cliente vous fait voir que le ministère public est en train de nous poursuivre pour une personne qui est encore vivante. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La décision de renvoi parle, monsieur le Premier Président, que la personne est tuée, c'est M. Rossi Mukendi Chimanga. Et quand vous lisez l'acte de décès, qui est l'unique acte appelé à établir le décès d'une personne, il s'agit d'une autre personne, M. Mukendi Chimanga Rossi. Décision de renvoi, Rossi Mukendi Chimanga. Acte qui constate le décès, c'est Mukendi Chimanga Rossi. Je voudrais que cela soit acté fidèlement. Donc, je suis écœuré que quand vous lisez les dispositions pertinentes des articles 132 et suivants de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 qui porte le code de la famille tel que modifié, complété ce jour par la loi numéro 16/002 du 15 juillet 2016. Il est dit ce qui suit, monsieur le Premier Président. L'article 132. Tout décès survenu sur le territoire de la République doit être déclaré à l'officier de l'état civil du ressort du lieu où le décès est survenu. L'article 133. L'acte de décès est dressé sur la déclaration d'un parent, du défunt ou de toute personne possédant sur le décès les renseignements nécessaires. Article 134. L'acte de décès contient, énonce plutôt, l'heure, si possible le jour, les mois, l'année, les lieux de décès, les noms, la date et les lieux de la naissance, la profession et le domicile ou la résidence du défunt. Les noms, l'âge, les professions et domicile ou résidence de ses pères et mères. Je peux me limiter à ce niveau-là. Monsieur le Premier Président, est-ce que, au regard de la loi, dans le secret délibéré, mais vous avez la loi devant vous. Monsieur le Premier Président, il s'agit donc de la participation criminelle. Lorsque vous allez lire, monsieur le professeur Nabilou, je suis
à la page 255 de son ouvrage « Le traité de droit pénal général congolais ». Il dit ceci, Monsieur le Premier Président. La participation criminelle. Les textes qui définissent l'acte punissable montrent que le sujet de l'infraction fait partie des éléments constitutifs de toute infraction. Si la lecture du code pénal laisse également penser à un seul agent, auteur du fait délictueux, la réalité par contre est que très souvent l'infraction est l'œuvre de plusieurs personnes. C'est la prise en compte de cette réalité qui a conduit le législateur à définir la participation criminelle. Celle-ci est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la réalisation d'une infraction en y prenant une part plus ou moins active et directe. Monsieur le Premier Président, pour qu'il y ait participation criminelle, il faudrait qu'il y ait la réunion des 4 conditions générales. La réunion des 4 conditions générales. Savoir, Monsieur le Premier Président, vous avez ici la première condition générale, c'est l'infraction principale. Deuxième condition générale, c'est l'acte de participation. Troisième condition générale, c'est le lien de causalité entre l'acte de participation et les dommages. Troisième condition générale, c'est l'intention commune des associés criminels. Hier, j'attendais du ministère public. J'attendais. Parce qu'il s'agit d'une association. La participation criminelle renvoie à l'association. Mais quand est-ce qu'on peut parler d'une association, même de façon générale? Les gens doivent s'attendre. Il doit y avoir une attente. Il doit y avoir un concert de volonté criminelle. J'attendais ça de l'accusation. Pour qu'il arrive à établir les liens qui devaient exister entre M. Toki Sekumbu et ma cliente. Mais il a lu l'ouvrage de Miner, les commentaires du code pénal congolais. Mais j'ai compris que le ministère public a sauté. Et il a fait à bon escient. Quand vous disiez Miner, vous êtes à la page 81. Il est dit ceci. Pour qu'il y ait une participation criminelle, je voudrais que le ministère public ouvre les yeux. Et je crois qu'il doit revenir à son réquisitoire. Pour qu'il y ait une participation criminelle, il faut que l'on ait l'intention de s'associer à la perpétration d'une infraction. La participation criminelle suppose un concert, une attente entre les délinquants. Et que cette intention se manifeste par un fait extérieur, mais qui peut être tacite. Et c'est le premier président. S'agissant de l'infraction principale. Et lorsque l'on parle de l'infraction principale, cela suppose qu'il y a un auteur principal. Il y a l'auteur principal qui commet l'infraction. C'est là qu'on parle de l'infraction principale. Mais dans les cas sous examen, Monsieur le Premier Président, l'accusation a soutenu
dans sa décision de renvoi, que notre client et M. Tokis, donc par rapport au réquisitoire d'hier, sont poursuivis pour participation au meurtre. Participation criminelle au meurtre. C'est ce que j'ai entendu hier. Il peut avoir l'honnêteté scientifique et lire son réquisitoire aujourd'hui, parce que c'est écrit. Au point que le ministère public, l'accusation fait disparaître l'infraction principale. Parce que c'est là qu'il a chuté. Lorsqu'il a examiné le meurtre, le ministère public ne l'a pas imputé à une personne bien définie. Ne l'a pas imputé à une personne bien définie, Monsieur le Premier Président. Donc lui-même a supprimé un élément de la participation criminelle. Mais j'aime toujours plaider dans les hypothèses. Admettons par rapport à ces décisions de renvoi. Il poursuit M. Tokis comme auteur matériel. Il poursuit notre cliente comme auteur intellectuel. De quelle infraction? L'infraction de meurtre. Cela nous invite, Monsieur le Premier Président, honorablement du siège, à examiner la deuxième condition, qui suppose ici, Monsieur le Premier Président, l'acte de participation. L'acte de participation. La loi dit ceci: pour que la participation soit punissable, il faut qu'elle se réalise selon un des modes prévus, soit par l'article 21 du Code pénal, en ce qui concerne la corréité, soit par l'article 22 pour la complicité criminelle. Mais dans les cas qui nous concernent, l'accusation dans sa décision de renvoi soutient que l'acte de participation, il faudrait insister là-dessus, l'acte de participation doit avoir un effet voulu par son notaire. L'effet voulu par son notaire. Et tout acte de participation qui n'a pas connu d'effet n'est pas punissable. Mais hier, Monsieur le Premier Président, quelle ne fut pas la surprise des avocats de la défense, de notre cliente, une policière chevronnée expérimentée, que le ministère public vous dise hier que l'acte de participation relève de la provocation privée. De la provocation privée. Poursuivant dans les Raymond, vous allez ordonner l'acquittement de notre cliente, la renvoyer de tout effet de poursuite, pour absence totale de preuves ou pour doute sur celle-ci. Mais dans l'hypothèse extrême impossible, où vous juge, vous allez prendre en considération ce réquisitoire accru du ministère public. Vide du ministère public, dépourvu de toute preuve rationnelle du ministère public. Notre cliente estime que vous allez, sur base de des articles 18 et 19 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, lui accorder des circonstances, des larges circonstances atténuantes. Je dis bien dans l'hypothèse. Parce que l'homme ne peut scruter les cœurs ni les reins du juge. Monsieur le Premier Président, parce que son casier judiciaire est vierge, parce qu'elle a rendu des loyaux services à la République,
depuis son jeune âge à ce jour. Et parce que la République lui est reconnaissante, en faisant que pendant qu'elle est en prison, dans des conditions inexpliquées, l'a élevé au grade du colonel, du major à colonel. Monsieur le Premier Président, notre cliente, en dehors de ce qu'elle a eu à faire, un travail aussi impeccable, parce que j'ai suivi qu'au sein même de la police, que sa présence fait défaut actuellement dans la ville de Kinshasa. Son absence, je voulais dire. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, qu'en faisant d'elle le colonel, l'État congolais est reconnaissant, pour vous lancer un message que j'ai besoin de cette brave dame, non pas en prison à la suite des infractions fabriquées, mais plutôt dans le terrain des opérations de maintien de l'ordre public. Monsieur le Premier Président, lorsque vous allez lire l'article, la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel carrière de la police nationale congolaise, à son article 188, il a dit ceci: les policiers qui, dans l'exercice de ses fonctions, se distinguent particulièrement par son dévouement, sa probité objectivité, neutralité, et qui contribue de manière exemplaire au rendement, à l'efficacité du corps, peut recevoir l'une des récompenses suivantes: l'aide d'encouragement, l'aide de félicitations, témoignage officiel de satisfaction, médaille policière. Et sur le bas de cette disposition légale, notre cliente a reçu 5 médailles, Monsieur le Premier Président. 5 médailles à lui donner par la République démocratique du Congo, pour s'être distingué par son dévouement, sa probité, son objectivité et neutralité, pour avoir contribué de façon exemplaire au rendement de l'efficacité du service de la police nationale congolaise. Je note qu'en lui donnant ces 5 médailles, l'État congolais estime qu'elle a rendu de loyaux services. Qu'elle lui a rendu de loyaux services. C'est dans ces conditions-là que dans l'hypothèse d'une condamnation éventuelle, appuyée sur le réquisitoire du ministère public, totalement illégal, vous allez lui accorder des très larges circonstances atténuantes. Monsieur le Premier Président, toujours la même optique. Les juges, la loi congolaise, vous reconnaissez le pouvoir, Monsieur le Premier Président, de condamner, de prononcer une peine à l'égard d'une personne. La même loi congolaise, Monsieur le Premier Président, vous reconnaissez également les pouvoirs exorbitants de surseoir à l'exécution de la peine condamnée. C'est-à-dire en cas de condamnation éventuelle, fondable sur le réquisitoire du ministère public, dénué de toute preuve, notre cliente vous demande d'assortir votre condamnation éventuelle d'une clause subsidiaire, conformément aux dispositions de l'article 42 du Code pénal congolais, qui dispose que les cours et tribunaux, en condamnant une peine ou plusieurs peines des habitudes pénales, principales ou subsidiaires, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sujet à l'exécution de l'arrêt ou du jugement, en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder 5 années. Donc, Monsieur le Premier Président, c'est la faculté que le législateur pénal vous reconnaît. C'est votre autorité.
Vous avez le pouvoir de condamner, vous avez le pouvoir de surseoir à l'exécution. Monsieur le Premier Président, honorable membre du siège, c'est là en ce qui concerne l'action publique. Mais il y a eu une action civile où on a demandé des millions de dollars. Où le ministère public, sans aucun élément objectif, a soutenu les demandes. Et vous dit de faire au droit au montant sollicité. À cette demande, Monsieur le Premier Président, la défense est déloquée au cause au carré. Parce qu'on a demandé qu'elle soit condamnée avec la République démocratique du Congo. Trouve que cette demande est illégale. Et il demande, lorsqu'elle est illégale, ne peut pas être adjugée par les juges. Ne peut pas être prononcée par les juges. À quoi consiste son illégalité? Monsieur le Premier Président, la Constitution dit, article 150 alinéa 2, que vous n'avez d'autorité que la loi dans l'exercice de vos fonctions. La Constitution dit, à son article 153, alinéa 4, que vous appliquez les traités internationaux du ratifiés, que vous appliquez les lois, que vous appliquez les actes réglementaires, pour autant qu'ils soient conformes aux lois, que vous appliquez la coutume, pour autant que celles-ci ne sont pas contraires à l'ordre public aux bonnes mœurs. Mais dans les cas sous examen, notre cliente soulève l'exception d'irrécevabilité de l'action de prétendue partie civile. En ce qu'elle est introduite en violation du décret du 30 juillet 1888 qui porte contrat ou obligation conventionnelle. Que dit ce texte de loi? Ce texte de loi. L'article 260 dispose de ce qui suit. Parce qu'ils ont fondé l'action sur l'article 258. Mais l'article 258 dispose de ce qui suit, que tout fait quelconque de l'homme qui cause des dommages, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et bien, Monsieur le Premier Président, l'article 258, comme disait mon professeur Kalongo Mbikai, paix à son âme, que c'est un article super sacré, établit la responsabilité civile du fait personnel que la personne a commis individuellement les faits dommageables. Mais quand vous lisez l'article 260, Monsieur le Premier Président, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les faits des personnes dont on doit répondre ou des personnes que l'on a sous sa garde. Alinéa premier, les pères et la mère, après le décès du père, sont responsables de dommages causés par leurs enfants habitant avec eux. Alinéa 2, les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Je me limite à ce niveau-là, Monsieur le Premier Président. Puis notre client des policiers, vous avez suivi le ministère public et vous dire qu'elle a été envoyée
au niveau de la paroisse Saint-Benoît sur l'ordre de son supérieur, le commandant du district Mohamed, colonel Frédéric. Donc, s'il devait y avoir une faute, elle a été commise ou elle serait commise dans l'exercice des fonctions auxquelles l'État congolais l'a employé. Même par abus de droit. Alors, mais monsieur le Premier Président, comment l'on peut venir devant vous demander que notre client soit condamné au dommage et intérêt alors que la loi congolaise a établi les civilement responsables? Qui a été appelé la République? Votre père et notre père. Pourquoi la République est là? C'est pour répondre aux conséquences dommageables causées par ces préposés. C'est pour répondre aux conséquences dommageables causées par ces préposés. Monsieur le Premier Président, vous allez comprendre qu'il y a une irrécevabilité parce que l'action est mal dirigée. Il y a une irrécevabilité parce qu'il y a défaut d'intérêt. À quoi consiste le défaut d'intérêt? Parce que quand vous lisez l'article 54 du Code de procédure pénale, que la juridiction de jugement, autant que l'article 226 du Code judiciaire militaire, que la juridiction de jugement est saisie à la requête du ministère public ou de la partie lésée. Cette requête est dirigée contre le prévenu et les cas échéants contre le civilement responsable. Donc, condamner aujourd'hui notre client au dommage intérêt, c'est violer l'article 260 du Code civil de livre 3. Il n'y a aucune disposition légale, ce jour, je le souligne, qui permet que les préposés soient condamnés solidairement au civilement responsable. Voici le test que vous devez appliquer. Mais lorsque l'organe de la loi dit qu'on condamne notre client avec la République, je ne sais pas s'il était dans la loi. Qu'il note cette disposition légale. Défaut d'intérêt parce que les partis, mauvaise direction, je voulais dire, n'ont pas dirigé l'action conformément à l'article 260, mais plutôt conformément à l'article 258. L'article 260 établit une irresponsabilité civile du fait d'autrui. Par contre, l'article 258, il s'agit d'une irresponsabilité civile du fait personnel, individuel. Monsieur le Premier Président, dans l'hypothèse extrême impossible, vous allez passer outre ce moyen, sans tenir compte de sa portée et de sa pertinence. Ma cliente soulève les moyens d'irrécevabilité pour défaut de qualité. D'abord dans les chefs du mouvement congolais et Baptisson. Mais c'est une personne morale. Elle n'a pas prouvé son existence juridique devant votre tribunal, devant votre cour. Elle n'a pas prouvé votre existence juridique. Et là, le ministère public a gobé. Même dans l'hypothèse où elle devrait prouver l'existence juridique, mais la personne morale doit agir en justice par l'organe physique qualifié dans le statut ou dans la décision. Nous avons complicé dans cette pièce. Ce monsieur d'ailleurs est inconnu. C'est lui qui engage cette personne morale est supposée.